réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de check-up consacré à la fistule obstétricale, qui est un mal qui frappe plusieurs femmes à travers le monde. Et en République démocratique du Congo, environ 5 000 à 7 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. La fistule obstétricale touche des femmes très jeunes, trop jeunes même, et pauvres n'ayant pas accès aux soins obstétricaux. Il est donc impératif de s'engager à contribuer à l'éradication de cette pathologie. Aucune femme ne devrait endurer un tel problème de santé alors qu'il peut être évité et même traité. Comment mettre un terme à ce problème? On en parle dans ce check-up après ce témoignage. Basala kinga opération ya césarienne. Sikoyo mbeli eye kokotanga na vessie. Lors de la césarienne, ma vessie a été perforée. Je n'arrivais plus à contenir les urines. Sur ma situation, plusieurs questions me traversaient l'esprit. Je me suis renseignée auprès de mon mari et des médecins. Ils m'ont tous rassuré que mon problème pouvait être traité. Ils ont ensuite soigné ma plaie avant de nous libérer. De retour à la maison, nous avons appris qu'à Kinshasa, on prenait en charge des femmes souffrant des fistules. C'est ainsi que je suis venue à Kinshasa pour me faire soigner. Au village, j'étais rejetée par mes amis à cause de la mauvaise odeur que je dégageais. Ils ne voulaient même pas manger mes repas parce que je sentais mauvais. Cette situation me coupait carrément l'appétit et je fondais en larmes. J'ai reçu un traitement sans rien payer et je mangeais gratuitement. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont assistés. Pour en parler, je reçois deux invités sur ce plateau de check-up. Il s'agit du docteur Lys Lombea, elle est directrice du programme national de santé de la reproduction. Bienvenue madame. Merci. Et ainsi que le docteur Irène Katoba. Alors vous êtes la chargée de programme de la santé de la reproduction et des violences basées sur les genres au sein du Fonds des Nations Unies pour la population. Bienvenue. Merci. Avec vous deux, mesdames, on va justement parler de la fistule obstétricale. Docteur Lombea, j'aimerais commencer par vous, en tant que directrice du programme national de santé de la reproduction. Comment, en quelques mots, vous pourriez définir la fistule obstétricale? Parce qu'on apprend et on le dit que c'est une des lésions les plus dangereuses que la femme peut connaître. Oui, merci. Effectivement, la fistule obstétricale est une lésion. C'est une communication anormale qui se crée entre la vessie, les urétères et le rectum avec le conduit vaginal. Je vais parler du vagin. Et vous comprenez par là, étant donné que le vagin n'a pas de sphincter, n'a pas de muscle qui permet de contenir ce qui se trouve dans le canal vaginal, effectivement, la femme porteuse de fistule obstétricale va perdre soit ses urines, soit ses selles, par le canal, par la communication qui s'est créée avec le canal vaginal. Donc c'est une conséquence d'un accouchement, essentiellement la conséquence d'un accouchement qui ne s'est pas déroulé normalement et qui a duré plus longtemps. Donc le mobile fœtal, l'enfant qui devait naître, en poussant sur les parties pelviennes pour sortir pendant l'accouchement, a compressé les parties molles, les tissus, et l'ischémie, le manque d'oxygène qui s'est créé entre différents organes, en définitive va créer une nécrose de ces tissus-là. Et après l'accouchement, soit par césarienne si la femme a été prise en charge à temps, va causer ce que nous appelons la fistule obstétricale, donc la communication entre ces organes-là et le vagin. Docteur Lys, vous parlez de nécrose, d'ischémie, des termes que beaucoup de femmes ne vont peut-être pas comprendre parce que ce sont des termes un peu scientifiques, mais est-ce que vous pourriez, en nous expliquant comment cela survient, vous pourriez nous dire un peu des termes un peu plus clairs pour que nous puissions tous comprendre? Bien, lorsque la femme a les douleurs d'enfantement, lorsqu'elle a les contractions, nous demandons aux femmes d'aller vers les centres de santé pour être prises en charge à temps par un personnel qualifié qui va évaluer l'évolution de l'accouchement. Et s'il y a un problème, il y a une dystocie, il y a un problème lors de l'accouchement ne se déroule pas dans le temps imparti. Plus longtemps, l'enfant, entre guillemets, va se débattre pour sortir. Et c'est pendant cette longueur, cette durée prolongée de l'accouchement que le frottement entre l'enfant et les parties molles de la mère
il va y avoir écrasement entre l'enfant et les tissus, et c'est là qui va causer la communication entre l'urétère, le rectum et le vagin. Et en fin de compte, après levée de cette situation, la femme qui a accouché difficilement se retrouve avec cette conséquence que nous appelons fistule obstétricale. Est-ce qu'on doit dire que c'est un réel problème en République démocratique du Congo? Effectivement, c'est un réel problème. Une seule femme qui souffrirait d'une fistule obstétricale, c'est un problème pour notre pays, étant donné qu'il y a beaucoup de conséquences sur la femme elle-même, sur l'enfant, sur sa famille et même sur la communauté. Sur la femme elle-même, pourquoi? Quand on est porteuse d'une fistule obstétricale, on perd les selles, on perd les urines et on est dans un inconfort. On gêne son entourage et malheureusement, des fois, ces femmes sont isolées, rejetées par la famille, le mari. Elles ne peuvent pas exercer une profession normale comme vous et moi parce qu'elles perdent les urines, ça sent mauvais. Et elle doit se garder, se protéger pour que les gens ne sachent pas. Elle se sent rejetée. Elle est traumatisée. Vous comprenez? Une conséquence physique qui amène un traumatisme psychologique, une exclusion sociale. Il y a des conséquences sur le foyer. Elle ne peut pas vivre de sa vie de femme avec son mari. Elle ne peut pas s'occuper de ses enfants de manière normale. Et en plus de cela, elle ne peut pas exercer une profession. Et elle ne peut pas être autonome, vous comprenez? Donc il y a des conséquences individuelles, communautaires et même économiques pour le pays. C'est un problème. Merci pour toutes ces précisions, Dr Lumbeya. Mais j'aimerais quand même passer la parole au Dr Irène Katoba. On dit que la fistule est une violation des droits humains et il faudrait vraiment y mettre fin. Dr Katoba, dites-nous en quoi cela est une violation des droits humains? Oui, merci pour la question. C'est une violation de droits humains. Pourquoi? Parce qu'il y a une violation de droits de la femme. Il y a d'abord une violation de droit à la santé et une violation de droit à la dignité. Droit à la santé, pourquoi? Parce que toutes ces femmes qui souffrent de la fistule n'ont pas pu accéder à une prise en charge médicale. Elles ont été abandonnées à elles-mêmes. Elles ont été stigmatisées dans la communauté. Elles ont été rejetées. Et puis, droit toujours à la santé, pourquoi? Parce que souvent, ces femmes sont pauvres. Elles n'ont pas assez de moyens financiers pour payer le frais pour une chirurgie afin de réparer la fistule. Parce qu'en moyenne, cette chirurgie, ça coûte aux alentours de $500. Droit à la dignité, pourquoi? Parce que ces femmes sont rejetées de la communauté. Elles sont isolées. Elles vivent dans la stigmatisation. Et quand elles vivent dans la stigmatisation, elles ne peuvent pas faire de travaux. Tout ce qu'elles faisaient comme activité génératrice de revenus, elles ne peuvent plus continuer à faire cela. Et la pauvreté s'accentue dans leur communauté, dans leur famille et dans leur vie. Et depuis 2005, il y a une campagne pour lutter contre la fistule, pour mettre fin justement à ce problème de santé qui touche la femme. Docteur Katoba, dites-nous, quels sont les axes de cette campagne? La campagne a été lancée sur le plan mondial depuis 2003. C'est une campagne qui est dirigée et coordonnée par UNFPA. La campagne, c'est pour amener tous les acteurs à redoubler des efforts pour lutter contre la fistule obstétricale. Et en RDC, nous avons lancé cette campagne en 2005. Quels sont les axes stratégiques? Dans les axes stratégiques, nous avons la prévention, nous avons la prise en charge médicale et nous avons la réinsertion. La prévention, c'est pour qu'il n'y ait pas de nouveaux cas. Nous devons éviter qu'une femme enceinte puisse développer une fistule. Et pour cela, il y a des stratégies qui sont mises en place avec le Programme national de santé de la reproduction. La prise en charge médicale, il faut mettre en place des structures capables de prendre en charge ces femmes qui viennent chercher la guérison. C'est-à-dire quoi? Il faut améliorer le plateau technique de toutes les structures sanitaires et également améliorer les compétences des prestataires qui vont pouvoir offrir la prise en charge médicale à ces femmes. Et la réinsertion, la femme, comme on l'a dit, elle a été stigmatisée. Il faut la réinsérer sur le plan social et sur le plan économique.
L'UNFPA est à la tête de cette campagne, vous l'aviez vous-même mentionné, mais est-ce qu'on peut savoir, depuis que ça a été lancé en République démocratique du Congo jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Quels sont les défis qu'il faudrait relever à tout prix? Il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées depuis qu'on a mis en œuvre cette campagne. Et en moyenne, au niveau de notre pays, il y a environ 1000 cas qu'on prend en charge chaque année. Mais il faut également savoir qu'il y a encore un gap. Parce que quand on regarde notre situation sanitaire, il y a environ 5 000 à 7 000 nouveaux cas chaque année. Donc le problème demeure. Et pour résoudre ce problème, on a besoin des moyens financiers pour pouvoir résoudre ce problème. C'est pour cela que cette campagne, nous devons toujours l'amener afin d'amener des acteurs à adhérer dans la campagne et de pouvoir offrir plus de services à ces femmes qui souffrent en silence. Redonner le sourire à toutes ces femmes. Ça, c'est l'objectif de notre campagne. J'espère que nous allons tous y arriver à redonner le sourire à toutes ces femmes. Mais docteur Irène, encore une question pour vous. Vous aviez dit que les femmes ne bénéficient pas de soins obstétricaux. Les femmes souffrant des fistules ne bénéficient pas de soins obstétricaux. Qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qui pourrait être un frein pour qu'ils ne puissent pas avoir accès à ce soin? Il y a la notion de 3 retards qui fait que la femme n'a pas accès aux services de soins obstétricaux néonataux d'urgence. Comment? Le premier retard, c'est le retard dans la prise de décision. Au niveau de la famille, il faut que la famille elle-même, d'abord, qu'elle prenne la décision qu'il faut qu'elle se rende dans une structure de prise en charge pour avoir accès à ces soins. Et si elle n'a pas assez de moyens, elle attend son mari, elle attend sa famille pour que sa famille vienne et lui donne des moyens pour aller maintenant dans une structure de prise en charge. Et parfois les moyens font défaut. Et parfois les moyens font défaut, comme tu l'as dit. Deuxième retard, c'est accéder même à cette structure, parce qu'il y a une distance. Elle doit parcourir une longue distance pour accéder à cette structure de soins. Et si elle doit parcourir cette longue distance, il faut qu'elle ait également un moyen de transport. Troisième retard, c'est au niveau de la structure de prise en charge. Parce qu'au niveau de la structure de prise en charge, il faut d'abord qu'elle trouve des prestataires compétents et également que cette structure soit équipée. Si cette structure n'est pas équipée, s'il n'y a pas de prestataires, elle ne peut pas accéder à des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Voilà un peu les difficultés que la femme rencontre pour accéder aux services de l'obstétrique. Et nous espérons qu'à d'ici 2030, on pourrait résoudre ce problème afin de mettre fin à la fistule obstétricale en RDC. Nous espérons également. Docteur Lombea, je reviens à vous pour parler justement de la politique nationale de la fistule, pour la prise en charge de la fistule en RDC. Est-ce qu'on doit dire qu'en République démocratique du Congo, nous disposons d'une politique de prise en charge? Exactement. Nous avons la stratégie nationale d'élimination de la fistule obstétricale, dans laquelle nous avons la coordination de toutes les interventions pour l'élimination de la fistule obstétricale, où tous les intervenants concernés par la problématique se réunissent et coordonnent leurs actions de manière à rendre disponible, accessible le service de réparation aux femmes porteuses de fistules obstétricales. Essentiellement, dans cette stratégie-là, il y a la sensibilisation, parce que nous prenons aussi la prévention. On ne va pas seulement attendre que les cas arrivent, nous prévenons la survenue des fistules obstétricales par une bonne sensibilisation des femmes enceintes, non pas encore enceintes, pour dire que la CPN, les consultations prénatales, sont très importantes. Elles permettent aux prestataires de détecter les risques que peut avoir une femme lors de sa grossesse et de prendre les mesures adéquates de manière à ce que son accouchement se déroule de manière correcte. Donc ça, c'est la prévention. Et il y a aussi la sensibilisation pour que les femmes aillent avoir le service dans les centres de santé avec des prestataires formés. Donc elles peuvent être prises en charge de manière correcte par du personnel formé. Et l'accouchement devrait se réaliser correctement. Et si jamais il y a un problème, un réel problème, une dystocie comme nous disons dans le jargon médical, elle est prise en charge à temps. Parce que la prise en charge essentielle pour éviter la fistule obstétricale lorsqu'il y a une dystocie, c'est la césarienne. Mais pour cela, il faut que le prestataire ait décelé les risques et décidé de passer à la césarienne.
tout ça c'est dans la prévention. Et après, si jamais la femme accouche dans des mauvaises conditions, au moins qu'elle soit prise en charge. Nous sensibilisons pour que la communauté sache que la fistule obstétricale n'est pas une malédiction, etc. C'est une conséquence d'un accouchement difficile et cela se soigne. Et on peut l'éviter. Et on peut l'éviter avec les mesures préventives dont j'ai parlé. Et dans cette stratégie-là, il y a aussi le renforcement des capacités des prestataires pour qu'ils fassent accoucher correctement, mais aussi la formation d'un pool de chirurgiens réparateurs des fistules obstétricales. J'aimerais justement parler de ce renforcement de capacité. Est-ce que vous pensez que les médecins qui sont à l'intérieur du pays sont suffisamment outillés, suffisamment formés pour pouvoir correctement prendre en charge de cas de fistule? Madame, ça fait plus de 5 ans que la RDC organise des campagnes de réparation des fistules obstétricales. Nous avons les chirurgiens bien outillés, bien formés. Nous avons Dr Dolores Nembunzo qui est la représentante Afrique centrale des chirurgiens réparateurs de la fistule obstétricale. Nous avons beaucoup de chirurgiens formés en RDC. À l'hôpital de Panzi, il y a le professeur Mukwege qui répare les fistules obstétricales. Nous avons à l'université de Kinshasa Bianda Marie Mutombo, Saint-Joseph ici à Kinshasa. Mais nous devons augmenter le nombre de chirurgiens de manière à ce que les femmes ne devraient plus venir à Kinshasa ou aller à Panzi, mais se faire soigner dans leur lieu de résidence ou au moins dans les environs, ne pas faire des longs trajets. C'est comme ça qu'on doit augmenter le pool de chirurgiens réparateurs de fistules. Docteur Lislumbea, des campagnes sont organisées, que ce soit à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, mais selon le rapport 2018, donc c'était l'année passée, on parle de plus de 42 000 femmes touchées par la fistule obstétricale ici en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut savoir la tendance actuelle aujourd'hui? Est-ce que ces chiffres ont tendance à régresser ou bien ça continue à monter? Je n'ai pas les estimations exactes de ces chiffres, mais étant donné qu'il y a une nette amélioration des services de santé de la reproduction, les prestataires sont formés, les médecins sont formés, il y a amélioration des services du plateau technique dans les maternités, nous osons croire qu'en fait la tendance doit être à la baisse. Personnellement, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a, avec l'amélioration des services de soins de santé de la reproduction, en principe, ça devrait être à la baisse. Mais les chiffres restent encore élevés parce qu'une femme qui souffre de fistule obstétricale, c'est quand même c'est pas une fatalité, mais c'est quand même un problème pour elle-même, son foyer et sa communauté. Les chiffres restent quand même élevés, d'où la détermination de tout le monde afin de pouvoir mettre fin à ce problème. La campagne, elle continue, elle se poursuit et cette campagne culmine également une soirée de gala. Chaque année, depuis l'année passée, je dirais, l'UNFPA organise une soirée de gala. Docteur Katomba, je voulais poser une question, celle de savoir, est-ce que cette soirée de gala va donner un espoir aux femmes souffrant des fistules? Sûrement que cette soirée de gala va donner un espoir aux femmes qui souffrent de la fistule. Ça fait depuis l'année passée, on a commencé à organiser des soirées de gala pour la mobilisation de fonds. Et l'année passée, on a eu à récolter des fonds. Et ces fonds nous ont permis à redonner de l'espoir à au moins 1000 femmes. Et ces fonds également nous ont permis à aller dans 7 nouvelles provinces pour essayer de mettre en place des structures pour la prise en charge médicale des cas simples de fistule. C'est-à-dire quoi? Améliorer le plateau technique d'une structure et puis également former des médecins pour la réparation chirurgicale des cas simples. Et on est allé dans 7 nouvelles provinces. Mais cette année, avec la soirée de gala que nous organisons, nous comptons aller dans 13 nouvelles provinces. Et dans ces 13 nouvelles provinces, également, avec les fonds collectés, nous comptons donner à au moins 1500 femmes le sourire et restaurer leur dignité. On pourrait mettre fin à cela pendant combien de temps? Est-ce qu'on peut estimer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Dans combien de temps on pourrait vraiment se dire qu'on a remporté la victoire au Lama et qu'on ne parlera plus de fistule obstétricale en République démocratique du Congo? En fait, notre vision, c'est que d'ici 2030, qu'il n'y ait pas de cas de fistule en RDC. Vous savez que dans les pays développés en Europe, il n'y a pas de cas de fistule. Donc nous aussi, c'est possible
que d'ici 2030, nous n'ayons pas des cas de fistules. Alors, il faudrait mettre tous les efforts pour qu'il n'y ait pas de cas de fistules, mettre des efforts dans la prévention et dans la prise en charge médicale des cas de fistules. On a parlé de la marginalisation, les femmes sont rejetées. Est-ce qu'il y a-t-il un accompagnement psychologique efficace pour aider ces femmes à pouvoir sortir de cette maladie de la honte, excusez-moi de le dire, et reprendre leur vie normalement? Oui, il y a un accompagnement psychosocial qui se fait. Effectivement, quand on reçoit la femme qui souffre de la fistule au niveau de la structure, il y a également d'abord la réparation chirurgicale et il y a un accompagnement psychosocial. Parce que cette femme est restée longtemps stigmatisée, isolée et vivant dans la honte. Donc il y a tout un travail que le psychologue fait avec elle pour qu'elle retourne dans sa vie normale. On ne la laisse pas seule. Et dès qu'elle finit l'étape de l'hôpital, également dans sa communauté, il y a des organisations au niveau de la commune qui continuent le suivi de cette femme. Elle n'est pas abandonnée elle-même. Et dans le suivi, on doit voir si cette femme est réinsérée sur le plan social dans sa communauté. Donc, elle est accompagnée à chaque étape au niveau de l'hôpital et au niveau de la communauté. J'aimerais revenir à la soirée de gala de ce samedi déjà. Qui sont attendus? Nous avons beaucoup de partenaires qui sont attendus. Nous avons les ambassadeurs, nous avons également les entreprises privées, nous avons également les membres du gouvernement, nous avons également la société civile. Tout le monde qui ont été ciblés sont attendus à cette soirée des galas. Au-delà de la soirée des galas, d'autres actions, d'autres stratégies seront mises en place pour réunir assez de moyens et pouvoir lutter efficacement contre ce problème. Évidemment, parce que la soirée des galas va nous permettre de mobiliser des fonds, mais il y a d'autres activités qui doivent être réalisées sur le terrain. Je pense que Dr Lise a dit qu'il y a le cadre de coordination qui existe avec tous les partenaires. Et ce cadre de coordination avec tous les partenaires permet également de mobiliser des fonds pour appuyer les activités de lutte contre la fistule obstétricale. Nous sommes pour la soirée de gala édition 2019 et vous avez une marraine, la première dame de la République démocratique du Congo. Quelles sont vos attentes? L'UNFPA d'abord et pourquoi pas le Programme national de santé de la reproduction. Nous, nos attentes, c'est que nous puissions mobiliser assez de fonds pour redonner le sourire à au moins 1500 femmes qui souffrent de la fistule obstétricale. Et nous pensons que nous allons récolter ce fonds pour pouvoir redonner ce sourire à ces femmes. Et également, quand nous aurons ces fonds vont nous permettre d'aller organiser des campagnes dans d'autres provinces. Et nous avons dit que pour cette année, nous avons ciblé à peu près 13 provinces. Et que ces 13 provinces, c'est là où nous allons faire que des femmes qui souffrent de la fistule puissent accéder à des services de prise en charge dans leur province. Elles ne peuvent pas quitter une province vers une autre province, mais au moins dans leur milieu, qu'elles puissent accéder à ce service de prise en charge médicale. Docteur Lopéa, je reviens à vous justement pour poursuivre avec cette question. Vous avez une vision un peu plus globale, puisque vous êtes la directrice du programme national de santé de la reproduction, et la fistule obstétricale est un problème justement de santé de la reproduction. La première dame, elle sera la marraine de cette soirée de gala et elle est même déterminée à lutter contre la fistule obstétricale au travers de sa fondation. Quelles sont vos attentes? Avec la présence de la première dame, de la distinguée première dame, nous voulons vraiment que les gens regardent la fistule obstétricale non seulement comme un problème, mais aussi comme une solution qui vient à la communauté, aux femmes porteuses de fistule obstétricale. Le fait que la première dame fasse attention à cette problématique va attirer l'attention et des bailleurs et de différentes personnes qui vont participer à la soirée de gala, mais surtout de la communauté qui va être attentive à ce problème. Et c'est une occasion pour nous pour sensibiliser la communauté sur la guérison de ce problème. C'est un problème qui existe, c'est une pathologie qui existe, mais qui peut trouver une solution et redonner le sourire, comme on dit, aux femmes porteuses de fistules obstétricales. Nous voulons vraiment profiter de cette occasion de soirée de gala pour que la communauté sache que la fistule existe, mais qu'elle peut être soignée et que nous pouvons vraiment, avec la communauté,
éliminer cette problématique d'ici 2030. C'est vraiment une bonne occasion pour nous, PNCR, d'avoir ce boost à cette occasion de soirée de gala pour faire la lumière sur la fistule obstétricale. Mais justement, en dehors, vous avez parlé de l'accouchement, un accouchement qui s'est mal passé, mais on parle également de violences sexuelles comme cause de la fistule. Est-ce que le nombre de cas de violences sont pareils avec les cas d'accouchement ou bien c'est différent? La fistule obstétricale, c'est lorsqu'il y a eu un accouchement difficile. La fistule traumatique, c'est lorsqu'il y a eu un cas de violence sexuelle. Donc il y a une nuance, on parle de traumatique et d'obstétrical. Voilà. Obstétricale lors de l'accouchement, traumatique si après un viol, la femme on lui introduit un bâton, un canon de fusil et ça crée des lésions au niveau de son appareil génital. Il y en a dans l'est de notre pays, avec toutes les violences, les groupes armés qui y a à l'est du pays. Il y a des femmes qui ont été violentées par des militaires, des hommes en armes et qui ont eu des bâtons, des fusils dans leur appareil génital. Elles sont retrouvées avec des fistules traumatiques. Il y en a, mais il y a plus des fistules obstétricales dans notre pays. Mais il y en a quand même à cause de toutes des guerres et des conflits qui y a à l'est du pays. On va finir cet entretien, mesdames, mais j'aimerais quand même que vous puissiez le dire en une phrase. Est-il possible d'éliminer la fistule? Oui, bien sûr, il est possible d'éliminer la fistule obstétricale. Elle est évitable et il est possible pour nous. Dans d'autres pays, la fistule obstétricale n'existe pas. Donc chez nous aussi, nous avons la vision que d'ici 2030, il n'y en aura plus. Docteur Katoba, quel est votre message d'espoir à toutes les femmes qui vous écoutent en ce moment? Toutes les femmes qui m'écoutent en ce moment, d'abord, il faut qu'elles sachent que la fistule peut être évitée. Même ceux-là qui sont loin, dans les milieux ruraux, il faut qu'elles sachent que la fistule peut être évitée. Et ceux-là qui souffrent de la fistule, il faut qu'elles sachent qu'elles peuvent être traitées et être guéries et reprendre la vie normalement. Merci beaucoup de votre disponibilité, docteur Lys Lombea. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes la directrice du programme national de santé de la reproduction. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, docteur Irène Katoba. Vous êtes la chargée de programme de la santé de la reproduction et des violences sexuelles du Fonds des Nations Unies pour la population. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. Merci. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est dans la rubrique 1001 questions santé. Comment faire son bain intime? Premièrement, attention à la flore vaginale. La flore vaginale constitue un écosystème fragile, souvent mis à mal par les variations hormonales, puberté, grossesse, ménopause et par différents facteurs comme le stress ou l'usage de certains médicaments. Prudence et bons gestes s'imposent donc en matière de toilette intime. Voici les 5 règles à suivre. Lavez-vous sans excès, 1 à 2 toilettes intimes par jour. Lavez-vous superficiellement, vous risquez fort de détruire l'écosystème vaginal. La toilette intime se fait en surface. N'employez pas de savon décapant. Dites adieu aux gants des toilettes. Ils constituent des redoutables nids de bactéries. Optez pour une toilette à main nue, préalablement savonnée et rincée. Utilisez de l'eau additionnée d'un savon spécifique pour la toilette intime. Attention, il y a savon et savon. Vérifiez que celui que vous employez est destiné à un usage quotidien. Les produits à visée antibactérienne risquent d'altérer l'équilibre de la flore vaginale s'ils sont appliqués au quotidien. Au besoin, faites-vous conseiller par votre gynécologue. Ne conservez pas un tampon plus de 4 à 6 heures et changez de serviette protectrice régulièrement pendant les règles. Limitez le port de sous-vêtements synthétiques et des vêtements serrés. Après être allé à la selle, essuyez-vous d'avant en arrière. De la même manière, effectuez votre toilette intime d'avant en arrière afin de ne pas ramener des germes indésirables vers le vagin. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.